Bonjour. Je suis très heureuse de présenter le projet dans le cadre de Normandie pour la paix, parce que le projet est un espoir de paix. Il met en scène Kamel Chaban, professeur d'histoire, qui est dans la salle parmi nous et qui viendra débattre avec vous suite à la projection. Ijo Rosenman, enfant rescapé du camp de Buchenwald. Le projet, c'est un dialogue des mémoires entre celle de la Shoah et de la guerre d'Algérie, et un miroir du parcours d'immigration des élèves qui habitent tous dans le 13e, dans le quartier des Olympiades à Paris. J'ai hâte d'en débattre avec vous. Bonne projection et à tout de suite. Rebonjour. Donc moi, je me suis pas présentée tout à l'heure, mais je suis Margot Chouraki, c'est moi qui ai réalisé le film et produit. Et Kamel Chaban, dont je vous ai parlé, qui est le professeur d'histoire avec qui on a mené le projet, qui est un atelier pédagogique avec des élèves, comme vous avez pu le voir. Peut-être Kamel, pardon. Peut-être Kamel, tu veux dire un petit mot avant de laisser la parole aux élèves, parce qu'on a surtout envie de vous entendre, de savoir quelles sont vos réactions. Voilà, n'hésitez pas, on attend vos questions et on est là pour vous écouter et vous répondre. Ravi d'être devant vous aujourd'hui. Hein. Voilà, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Hein. Et il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Après, le débat ira là où vous voudrez qu'il aille aussi, hein, en répondant à vos questions, c'est l'essentiel. Simplement, ce qu'on peut dire là, pour relier le beau lieu où nous sommes, et la thématique qui est la vôtre et qui est la nôtre aujourd'hui, et ce qu'a dit Margot tout à l'heure, hein. C'est un beau film sur la paix, hein, sur le vivre ensemble, fraternel, et sur une fraternité des mémoires aussi. Hein. Voilà, donc c'est là où c'est une belle œuvre de paix en réalité, hein, d'accord ? Une œuvre pacifiste même, hein, voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire là pour introduire le propos. Hein. Et je vais rajouter quelque chose aussi. Demain, c'est la date anniversaire de la libération du camp de Buchenwald. C'est un hasard en l'occurrence du calendrier, mais c'est peut-être important aussi de le rappeler. Donc cette libération du camp que Ijo Rosenman a vécue, comme il le décrit à la fin du film, qui a à la fois été une joie et une grande tristesse, puisqu'il a perdu, suite à la libération du camp, son papa. Voilà, la parole est à vous. C'est toujours dur de se lancer en premier. Il y a des bénévoles qui sont là pour vous donner le micro. Qui veut y aller ? Bonjour, je me demandais comment la rencontre s'est faite avec Isio et d'où vous est venue l'idée de faire une année entre guillemets à thème autour de lui et de réaliser un film avec votre classe de 3e. Est-ce que tu aurais la gentillesse de te présenter, ouais, de dire ton âge, ta classe ? C'est intéressant aussi pour nous de savoir que chacun puisse simplement en quelques mots nous dire son nom, son âge, son collège, okay, et sa classe. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Bonheur, j'ai 16 ans et je suis en classe de seconde au lycée des Fontenelles à Louviers. Merci Bonheur. Alors, j'ai rencontré Kamel au Collège Flaubert, où je me suis rendue pour la première fois avec une association d'appelés de la guerre d'Algérie, qui reversait, la 4ACG, qui reversait leur pension de guerre à des associations locales en Algérie pour le développement. Et ils intervenaient comme témoins
devant que Kamel avait fait venir. Et puis Kamel menait des projets mémoriels dont il va vous parler depuis assez longtemps au sein du collège. Il faisait peindre des fresques, mais je vais lui laisser en parler. Et puis arrivait le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et on s'est dit que ça serait intéressant de faire un projet autour de ça et que cette fois ça ne sera pas un projet de fresque mémorielle mais un projet où finalement les élèves devenaient acteurs de leur apprentissage en produisant, en réalisant leur propre témoignage d'un témoin. Donc c'était le point de départ. Et après, l'enjeu, c'était de trouver un témoin qui finalement vivait pas trop loin, parce que c'était important, cette dimension locale du quartier, des Olympiades et du 13e arrondissement. Et puis, par une chance inouïe, je suis tombée sur cet homme merveilleux qui est Ijo Rosenman, qui vit quand même dans le 13e arrondissement de Paris depuis 1953. Donc, il est arrivé en 1945 en France, après la libération de Buchenwald. Il a été dans des camps, dans des maisons d'accueil d'enfants après le camp de Buchenwald. Et en 1953, il s'est installé dans le 13e et c'est un quartier qui lui est très, très, très cher. Et voilà, et c'est comme ça que c'est parti. Après, Kamel et Ijo se sont rencontrés et puis on a décidé de mener d'abord, avant d'être un film, c'est un atelier pédagogique que Erasmus+, parce que c'est ce que permet aussi l'Europe. Et voilà comment tout a commencé. Merci pour ta question. Donc c'est une vieille idée en fait, tu vois, qui a germé en plusieurs années. Puisqu'il y a on fait toute une pédagogie en rapport avec la mémoire, donc on peut qualifier de mémoriel. Tu vois, qu'est-ce qui reste de tout ça à la fin? Moi, c'est ça ma spécialité en histoire, les différentes mémoires qui surgissent et avec lesquelles on peut faire de l'histoire aussi, construire une histoire commune et finalement aller vers une mémoire collective, une fraternité des mémoires. Et donc là, le projet, c'était l'idée d'aller justement sur son lieu de déportation à Ijo Rosenman, qui était guère plus jeune que les élèves de 3e avec lesquels il allait retourner. Et c'est aussi mettre le témoin, tu vois, dans une position particulière, puisque on est avec lui dans ce passé-là, même si on est dans le présent. Donc on le fait témoigner aussi, on dit in situ, là où il a vécu ce drame qui a été le sien. Et aussi, on apprend, tu vois, on apprend aux élèves à interroger aussi un témoin, parce que ça ne s'interroge pas comme n'importe qui, parce que les gens de ce passé ont vécu des choses tellement atroces qu'ils n'en parlent pas ou ils ne s'adressent pas à tout le monde de la même manière. Il faut être un interlocuteur valable. Donc c'est ça aussi qu'on a appris aux élèves. Et puis, ça, tu l'as peut-être découvert ou tu le découvriras. Il y a un grand réalisateur qui l'a fait il y a très longtemps, qui s'appelle Claude Lanzmann, et qui a fait un chef-d'œuvre absolu sur les témoignages de la Shoah, qui s'appelle justement Shoah, il date de 1985. Après, il y a d'autres mémoires qui dialoguent aussi dedans. Voilà, on les évoquera peut-être avec vos questions. Mais c'était ça l'idée de départ, en fait. Est-ce que tu peux dire un mot sur ton travail sur la question des mémoires vives? On voit une fresque à un moment donné du collège, la fresque sur la guerre d'Algérie. Peut-être dire un mot aussi sur comment tu travailles avec tes élèves sur ces mémoires. Comme je disais, là, on essaie de construire une mémoire collective, une mémoire commune, sans oublier personne dedans. Et après, il y a des questions, évidemment, d'histoire socialement vive, où il y a, alors socialement vive, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de débats aujourd'hui dans la société, avec plein d'idées reçues. Par exemple, là, sur la Shoah ou sur la guerre d'Algérie, sont des questions qu'on pourrait pas enseigner sereinement, parce que les élèves ont des préjugés, ont des a priori, et il y aurait une concurrence des mémoires, concurrence des victimes.
Or, on voit bien dans le film, hein, si on aborde toutes ces questions-là, en y mettant les moyens, hein, parce que tu as bien souligné que ça a duré toute une année. Nous, on avait déjà donc précédemment travaillé tout ça en faisant un travail interdisciplinaire, hein, en allant trouver les arts plastiques pour figurer donc par des fresques, hein, qu'on voit bien dans le film, hein, sur la Shoah, sur la guerre d'Algérie là en particulier, hein, mais sur d'autres questions aussi, sur la mémoire de l'esclavage colonial, hein, aussi la mémoire de la colonisation, ou la Commune de Paris, hein, par exemple, hein, donc plein de questions socialement vives, hein, en les travaillant de cette manière-là et en les faisant figurer sur les murs de l'établissement pour que tous les autres élèves qui n'aient pas participé au projet puissent aussi connaître ces questions-là, ça a été un succès parce qu'après les élèves, comme dans le film aussi, hein, quand on fait une fresque, là, comme vous l'avez vu aussi dans le film, hein, les élèves que vous êtes vous aussi là sont des acteurs de leurs apprentissages. Hein, ça veut dire que ils produisent quelque chose. Là, hein, dans le film, ils produisent le témoignage, des questions, le cadrage, le filmage. Ils ont appris aussi, grâce à Margot, à réaliser des films. Donc, vous voyez, hein, les élèves, ils sont acteurs du projet, en fait. Hein. Et de cette manière-là, on apprend mieux, on transmet mieux. Et on prend aussi la mémoire des autres. Hein, et soi-même, on s'interroge aussi sur sa propre mémoire familiale. D'où on vient, pourquoi peut-être j'en ai pas entendu parler dans ma famille. Donc moi-même, je vais aller questionner les miens, mes grands-parents qui n'ont jamais parlé de telle ou telle époque. Et finalement, là, tout ce remue-ménage, là, c'est aussi comme ça que... on apprend à vivre ensemble parce que on apprend aussi des autres, quoi, de leurs souffrances, hein, dans le passé, sans concurrence, et aussi de leurs espoirs. Parce que si on va questionner des gens dans le passé, hein, on voit qu'ils avaient des espoirs. Des espoirs aussi que vous pouvez aujourd'hui vous mettre en place. Hein. Regardez Ijo, hein, il s'en est tiré, il avait 10 ans. Hein, ensuite, ça l'a pas empêché de réussir sa vie. Hein, au contraire, hein, il a réussi à mettre en œuvre tous ses espoirs du passé. Hein, il a porté comme ça la mémoire des siens et la mémoire de son père de belle manière, quoi. Hein. L'avenir lui appartenait, comme vous. Je rappelle que Ijo a été physicien au CNRS, pédopsychanalyste. Donc voilà, il a une femme, 2 enfants, un petit enfant qui vient de naître il y a 6 mois. Enfin voilà, c'est un homme qui a une vie heureuse, malgré le drame de son enfance. Est-ce que quelqu'un d'autre se lance ? Là, derrière, merci. Enchantée, je m'appelle Anya et je suis en première au lycée Jeanne d'Arc dans Rouen. Ma question, c'était quels sont les points communs que vous avez pu constater entre la Shoah et plus précisément l'histoire de Isio avec la guerre d'Algérie ? Merci d'avance. Merci Anya. Kamel va... Comme je le disais à votre camarade il y a un instant, hein, ce sont des mémoires sur des questions encore socialement vives, hein, où il y a beaucoup de gens qui pensent... Alors, pour ce qui est de la Shoah ou de la guerre d'Algérie, vous voyez, il y a encore trop d'idées reçues sur le fait qu'on ne peut pas enseigner tranquillement ces questions-là. Qu'il va y avoir tel ou tel groupe par rapport à la mémoire qui est la leur, hein, leur mémoire familiale, qui vont parasiter le cours, qui vont empêcher le prof d'avancer sereinement, en fait. Hein, vous voyez ? Et or, c'est pas le cas. Hein, si on l'aborde avec des connaissances. Hein, parce que aussi, comme ce sont 2 questions socialement vives, les élèves vont avoir beaucoup de questions, hein, puisqu'ils en entendent émerger, surgir comme ça dans la société. Il faut être capable aussi de leur répondre. Hein. Aussi, autre point commun, hein, même si on ne va pas comparer. Hein, là, on n'a pas comparé, on a partagé. Hein, vous savez, c'est pas pareil, hein, en fait. Hein, ouais. Alors, si on va dans ce sens-là, vous voyez, Ijo, puisqu'il est question aussi de mon père dans le film, hein,
sont des gens qui ont vécu, même si on les compare pas, on a dit, parce que c'est pas les mêmes événements, ont vécu des choses particulièrement, ont vécu des choses traumatisantes, d'accord ? Donc ils ont été victimes d'un choc post-traumatique, en fait. Le choc post-traumatique, c'est quelque chose qui vient après ce que l'on a vécu et qui, s'il n'est pas traité, qui peut nous suivre toute notre vie. Vous voyez, ça, c'était pas pris en compte dans le passé. Aujourd'hui, ça l'est. Par exemple, on n'a pas dit à notre camarade tout à l'heure qu'on a travaillé aussi sur la mémoire des attentats terroristes de 2015. On a fait une fresque pour rendre hommage aux victimes du terrorisme à Paris avec les attentats de Charlie et du Bataclan en 2015. Là, aujourd'hui, on le sait. Ces victimes du terrorisme, elles ont pu être traitées par des psychiatres pour justement essayer d'en sortir. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Vous voyez, on n'en parlait pas, en fait. Donc là, le point commun, c'est que c'est pas des gens qui vont témoigner de par eux-mêmes. Il leur faut, comme je le disais tout à l'heure, un interlocuteur valable. Moi, personnellement, quand j'avais votre âge, et après plus tard, quand j'ai commencé de faire de l'histoire à l'université, c'est ce qui m'a manqué. Je ne savais pas, en fait. Et donc, on peut, là, pour ce qui est de la guerre d'Algérie, ou de la Shoah, ou de la Seconde Guerre mondiale, ou d'une autre mémoire issue d'une période comme ça traumatisante, parce que particulièrement dramatique, on peut avoir quelqu'un à côté de soi qui sait beaucoup de choses, qui a vécu beaucoup de choses, mais qui n'en parlera pas. Parce que c'est pas des sujets qu'on va aborder au repas du soir ou au café avec ses amis, parce que c'est des sujets qui vous replongent dans un passé qui est tellement terrible qu'à chaque fois on le revit, et donc on va en parler qu'à des gens qu'on a identifiés comme étant capables de comprendre, en fait. De comprendre. Parce que si on fait de l'histoire et tout ce travail-là, c'est pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, en fait, pour le dépasser et aller de l'avant en mutualisant, en fait. Vous voyez ? Alors, je précise que Ijo Rosenman n'avait jamais vraiment voulu témoigner jusqu'ici, parce qu'il voulait voir l'avenir et il ne voulait pas être enfermé dans ce rôle de témoin et quelque part de victime. Il a accepté de le faire dans le cadre de ce projet parce qu'il a travaillé tout au long de l'année avec les élèves. C'était plus que venir, témoigner et repartir. C'était travailler avec eux, échanger. Et il en a, je crois que tous, chacun dans notre rôle, ça nous a tous un peu changé. Et ça, c'est important. Et après, pour revenir sur le tabou de la mémoire, il y a une mémoire qui est transmise, qu'elle ait été, qu'on en ait discuté ou pas. C'est pas forcément très facile d'en discuter directement avec ses enfants, avec les gens les plus proches. Et ce que j'ai aussi remarqué chez Ijo, c'est que quelque part, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a ses deux fils. Alors il y en a un qui est clairement identifié dans le film, mais il y avait ses deux fils qui l'ont accompagné à Buchenwald. Et en fait, de pouvoir parler de son histoire auprès d'élèves qui ne connaissaient pas forcément aussi bien que ses enfants par définition, ça lui a aussi permis d'ouvrir aussi un dialogue avec ses enfants et ses fils. Voilà, donc c'est pas simple de parler, de partager un traumatisme. Le tabou est parfois encore pire, parce que c'est pas parce qu'on n'en parle pas que le traumatisme n'est pas transmis. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail au-delà du devoir de mémoire. Kamel n'aime pas du tout ce terme-là. Il y a un travail de mémoire. Et ce travail de mémoire, et c'est ça qu'essaye de montrer le film, on peut tous le faire. Et c'est universel. C'est pas une mémoire, évidemment, il faut transmettre la mémoire, les mémoires les plus traumatiques, des événements les plus graves et des génocides. Mais chacun peut travailler sur sa mémoire historique et familiale. Et je crois que c'est important aussi d'interroger cette mémoire. En fait, pour résumer, si on veut savoir où on va, il faut savoir d'où on vient.
Parce que sinon, on a du mal à avancer, en fait. Hein. Donc, c'est intéressant aussi de se pencher sur son passé familial, en fait, hein, et de communiquer avec les siens aussi. Vous voyez, tout ça, ça peut être et ça doit être aussi porteur d'espoir. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Qui veut se lancer? Peut-être les professeurs aussi. C'est intéressant, on est dans un lieu, la Normandie, un lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de travail et de travaux autour des témoins qui ont vécu ce moment clé de notre histoire. Est-ce que vous avez aussi, vous professeurs, vous élèves, pu partager ce travail de mémoire avec des témoins en Normandie de la Seconde Guerre mondiale? Je vous renvoie la question. Bonjour, Lara Chevet, je suis enseignante en histoire-géographie au lycée Schumann-Perret au Havre. Ma question était plutôt pour Kamel. Dans le documentaire, vous parlez du regret que vous avez eu de ne pas pouvoir poser les questions à votre père sur son histoire. Ma question, c'était comment vous avez réagi face à ça et est-ce que vous avez fait des recherches là-dessus et est-ce que vous avez trouvé des réponses à vos questions? Merci pour votre question. Hein. J'ai son livret militaire hein, et quelques photos, hein, mais j'ai pas réellement trouvé. Hein. J'ai interrogé en Algérie des mémoires orales autour de lui, hein. Mais après il y a des choses qui laissent pas de traces en fait hein, dans les archives. Hein. Donc, il était dans un service particulier de l'armée française, hein, le service du train. Ça veut dire que lui, il était chargé du transport. Donc, en fait, il n'a pas combattu. Mais il a amené des troupes combattantes sur les lieux des drames, quoi, en fait. Hein. C'est ça, quand on est dans le service du train. On peut conduire un officier, par exemple, en jeep sur un théâtre d'opération. Et on peut conduire des parachutistes pour aller... faire le feu parce qu'ils ont repéré un groupe de combattants du FLN, quoi. Donc, en fait, après, en analysant tout ça, en prenant des connaissances sur l'armée, c'est là où je me suis rendu compte que il avait vu sans doute des trucs terribles, quoi. Ça, c'est certain. Puisque le choc post-traumatique qui était le sien était important, quoi. Moi, la guerre d'Algérie, j'ai grandi avec, en fait. Voilà, depuis enfant, mais je savais pas que c'était elle qui parasitait notre vie, quoi. Vous voyez ? Après, quand on arrive à identifier un événement, hein. Parce que quand je vous dis tout ça, les soldats du contingent, il y en a beaucoup qui ont vu des choses absolument terribles, hein, des exactions sur les populations, des viols, des tortures, voilà, dans le cadre des opérations dans lesquelles ils étaient. Ils n'y ont pas participé directement eux, hein, mais ils l'ont vu, quoi. Voilà, et ils n'en ont pas parlé pour une grande partie d'entre eux, hein, parce que, évidemment, ils n'ont rien pu faire. Et ça les a mis dans une position aussi de témoins comme ça, passifs. Hein, et en fait, ils ne pouvaient rien faire, quoi. Sinon, c'était la prison militaire. Donc, je ne sais pas. En tous les cas, voilà, ce que j'ai su, et j'ai cherché un peu dans les archives, mais je n'ai pas trouvé. Ce que j'ai su, c'est que le gentil garçon qui est parti à l'armée, quand il est revenu, c'était pas le même, quoi. Voilà, il était complètement changé, avec une grande violence, quoi. Et ensuite, il est parti d'Algérie. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'était pas un engagé, lui. C'est pas un harki, en fait. Hein, c'est pas engagé dans l'armée française. Il a fait son service militaire, comme tous les jeunes Algériens de l'époque. Hein, il a fait 30 mois, et puis ensuite, il a refait... Enfin, il n'a pas été inquiété, parce qu'il lui-même, il avait des copains hein, qui étaient partis le combattre dans le FLN. Et ensuite, il a émigré en France 2 ans plus tard, parce qu'il voulait tenter sa chance, hein, il voulait travailler, mais c'était plus en rapport avec la guerre d'Algérie. Lui, il pensait qu'il avait tourné la page. Mais en réalité, il ne l'a jamais tourné.
Ça, c'est moi qui le dis, qui m'en suis rendu compte après. Hein. Après, vous voyez, la France, elle a mobilisé plus d'1,5 million de soldats pendant la guerre d'Algérie. Donc ça fait beaucoup de grands-pères ou d'arrière-grands-pères, des élèves qui sont là, ou des grands-pères, des grands-parents de profs, ou des parents là, de profs qui sont là aussi, qui ont été vraiment impactés par tout ça. Hein. Tous n'ont pas vu la même chose. Voilà, il y en a qui sont passés dans ces événements-là sans trop de drame. Enfin, on ne sait pas, et beaucoup l'ont. Hein. Il y a un très bon livre là-dessus de Raphaël Branche qui s'appelle « Papa, qu'est-ce que tu as fait pendant la guerre d'Algérie » de 2020 en fait, où elle travaille sur cette mémoire des appelés du contingent. Voilà, merci pour votre question. Hein. Et une bonne heure a envie de poser une nouvelle question. Est-ce que tourner ce film vous a permis de prendre conscience sur certains sujets que vous ignoriez auparavant ou pas du tout? La question est pour Kamel. Ah, elle est pour vous deux. Bah, moi, c'est pour ça, moi j'ai beaucoup remercié Margot de l'avoir fait, le film évidemment, parce que c'est un très beau film. Alors, c'est un très beau film parce que il y a des projets pédagogiques qui sont beaux aussi, voilà, mais seulement il n'y a pas une réalisatrice et une cinéaste comme Margot pour immortaliser le moment. Donc il y a plein de choses, il y a plein de profs qui font de très belles choses, mais il n'y a pas de Margot sous la main, quoi, malheureusement. Ce serait trop beau. Et moi, ce que je lui dois beaucoup à Margot, je l'ai remercié plein de fois pour ça, c'est de m'avoir fait aussi comprendre pourquoi, dans mon enseignement, il y a une obsession mémorielle, en fait. Guetter les traces de la mémoire partout, comment elle surgit, et essayer de réconcilier toutes les mémoires, en fait. Puisqu'il y a des gens, je disais tout à l'heure, qui sont dans la concurrence des mémoires et des victimes. Moi, c'est ça que ça m'a permis aussi. Je le savais, mais le dire devant sa caméra, ça a été quelque chose de bénéfique. C'est pour ça que je la remercierai jamais assez d'avoir eu l'idée aussi de mettre les deux choses en parallèle, parce que moi, je voulais pas en fait. Voilà. Alors, elle m'a pas forcé. On a travaillé ensemble, on était complices. Mais quand on est prof, on est neutre. J'ai dit plein de fois dans le film, donc on parle jamais de soi quand on est prof, parce que c'est pas le but. On est là pour les élèves, on est là pour leur apprendre des trucs. On n'est surtout pas là pour leur donner notre avis, parce que sinon on les influence. Donc en fait, on parle pas de tout ça aux élèves. Moi, quand j'enseigne la guerre d'Algérie, je dis pas ouais, moi mon père il était appelé du contingent, je connais plein de trucs dessus et tout, parce que j'ai travaillé pour savoir. On dit jamais en fait. Et Margot, c'est ce qui l'intéressait, parce qu'elle avait compris que y avait un lien en fait. Et elle a raison, parce qu'il y a toujours un lien entre son histoire, sa mémoire familiale, et aussi ce que l'on fait. On n'a pas toujours identifié le lien. En fait, si on l'identifie, c'est pour ça que je te remercie pour ta question. C'est une bonne chose, vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur les ressorts intimes de l'engagement. On n'est jamais là par hasard. Et il y avait une forme de pudeur, en fait, dans ma rencontre avec Kamel. J'ai mis très longtemps à l'interroger. Je savais qu'il était franco-algérien. Je connaissais tout son travail sur la mémoire avec ses élèves, mais je n'osais pas aller directement l'interroger sur sa propre histoire personnelle, parce que finalement, l'atelier pédagogique était construit autour du témoignage d'Ijo Rosenman, et non pas de Kamel Chaban. Et le film m'a permis d'aller plus loin. Déjà, c'est un cheminement. Il faut que la confiance se construise. On ne peut pas interroger pas le bon mot. On ne peut pas parler et demander à quelqu'un de se livrer sur sa propre histoire personnelle, sur ce qui l'anime dans son quotidien, sur ses engagements, sans construire une confiance. Le projet, il a commencé il y a 4 ans. Vous voyez, c'est long.
Et donc, à la toute fin en fait, du projet, j'ai interviewé Kamel. Avant l'interview, je suis allée lui demander plus exactement quelle était son histoire, qui était son père. Et ce qui m'a révélé ce jour-là, je ne le savais pas. Mais je le supputais. Je supputais qu'il y avait quelque chose, une histoire profonde, personnelle, une transmission d'un certain traumatisme qu'il essayait alors d'évacuer, encore peut-être pas le bon terme, mais en tout cas par son travail au quotidien avec les élèves. Et puis je crois qu'on ne devient pas professeur d'histoire par hasard. Qu'à un moment donné, si on est animé par l'histoire, c'est aussi parce qu'on a une histoire familiale ou peut-être plus largement. C'est parfois des lieux d'histoire. Hein. C'est pour ça que je parlais de la Normandie tout à l'heure, qui nous touche en tant qu'enfants et qui nous permet d'aller plus loin. Donc, merci Bonheur pour ta question, parce qu'elle est fondamentale dans la réalisation du film. Et je pense que c'est ça qui rend le film universel. Il n'y a pas... c'est un regard posé sur des cheminements. Et pour finir, ce que j'ai trouvé absolument incroyable chez Kamel et Ijo, c'est leur humanité. Et aussi leur envie d'universalité. C'est ça aussi qui les rapproche, et pourtant leur histoire est différente, mais elle n'est absolument pas ni comparée, ni mise en concurrence. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question devant? Merci mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Zoé, j'ai 16 ans et je suis en classe de seconde à l'Aimé-Faire de Valogne. Et j'avais une question sur quel était votre ressenti quand vous avez visité le camp, et surtout comment vos élèves ils ont réagi, et qu'est-ce que vous avez ressenti et quel était votre sentiment là-dessus? Il y a un moment dans le film, on le dit, c'est pour ça qu'on a fait aussi ce projet. Hein, vous voyez, quand vous êtes embarqué avec un témoin, avec lui sur le lieu de sa déportation, il y a un moment où il reste plus grand-chose à Buchenwald. Hein, la majorité du camp a été détruit ensuite. Hein, il y a un lieu de mémoire à côté qui a été fait par les soviétiques. Mais il reste quand même des fours crématoires et certains bâtiments. On était repropulsés dans le passé avec lui, hein, avec le témoin. Hein. Vous voyez, c'est magnifiquement filmé par Margot, où on franchit la porte, la terrible porte avec le message d'un grand cynisme, hein, comme celui qui est à Auschwitz. Hein. Là, ici, c'est à chacun son dû. Hein. À Auschwitz, c'était le travail en libre. Hein. À partir du moment où on est là avec lui, ou dans les fours crématoires, hein, ça fait un drôle d'effet. Ou quand on est là où le train arrivait, hein, qu'on essaie de lui faire souvenir du truc, ce qu'il dit aussi, c'est archi intéressant. Donc il y a des moments, il y a un va-et-vient entre le passé et le présent qui se fait là, hein, qui s'opère, et qui est très émouvant parce que ça déstabilise, quoi, vraiment. Bon, après, je vous rassure, hein, les élèves restent des élèves. Hein. Là, dans le bois de Buchenwald, parce qu'il y a ça aussi du film, vous n'avez pas évoqué, moi je vous le dis, hein, on peut discuter de tout, hein, même s'il ne nous reste pas longtemps. Les élèves restent des élèves, hein, voilà. Donc il y en a, ils faisaient des bêtises, hein, parce qu'ils sont plus jeunes que vous, hein, ce sont des troisièmes. Hein, moi je les envoie là où vous êtes, hein, mais les troisièmes, là, c'est pas ceux qui sont en seconde, c'est vous l'année dernière. Hein. Dans le bois de Buchenwald, il y en avait, ils déconnaient, quoi. Et donc à un moment, vous m'entendez les engueuler. Parce que la guide qui était avec nous, elle est venue me dire « Ouais, vous n'avez pas formé vos élèves, ils sont en train de jouer dans le bois et tout, là il y a eu des morts, nanana, vous vous rendez compte ?» Ouais, j'ai eu honte, moi. Après, je leur ai dit, mais on déconne, là, c'est pas possible et tout. Bon, voilà. Oui, hein, ça reste, on est resté des élèves, même si après, c'était archi émouvant, quoi. On le voit bien, voilà. Hein? Alors, je précise que dans le bois, il n'y avait rien. C'était une forêt. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement difficile de se projeter. Les élèves, ils sont restés 4 jours sur place. C'est long, c'est étouffant
parfois. Et je crois que, voilà, même nous, on a eu besoin de voilà, rire. Et la guide, elle était très sévère. Hein. Elle était très ouais, sévère. Bon, c'est un autre sujet. Mais voilà, ils ont besoin de décompresser, en fait. Et en plus, voilà, je ne sais pas si vous avez saisi ce moment à l'aller dans le car où il y a une élève qui dit j'ai peur de voir des fantômes. Et puis, je ne sais pas si vous avez saisi aussi qu'il dormait dans un lieu qui était une ancienne caserne SS et qui est devenu l'infirmerie où est mort, où a disparu le père d'Ijo Rosenman. Donc, c'est un peu comme la mémoire traumatique transmise, même s'il n'y a pas de parole, même si on ne comprend pas exactement ce qui se passe, on le ressent. Et les élèves, ils l'ont ressenti. Moi, honnêtement, je suis rentrée, j'ai mis 2 jours à m'en remettre, en fait, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Ijo Rosenman, il a parlé, il le dit à un moment, les odeurs, c'est vrai qu'il n'y a plus rien dans le camp à quoi se raccrocher. Il n'y a plus grand-chose. Il y a la porte, il y a le crématoire, mais bon, des baraquements ont été détruits. Mais les sensations, ça bouleverse. Et je pense que ça nous a tous bouleversés. Est-ce que quelqu'un tout au fond veut intervenir ? Bonjour, je m'appelle Lise, je suis en terminale au lycée Jeanne d'Arc et j'avais une question. Est-ce que, en tant que franco-algérien, vous comptez, en étant témoin, vous voulez faire un peu le même genre de documentaire sur la guerre d'Algérie ou pas ? Belle question. Ouais, bah, c'est en cours, hein. C'est en cours, voilà. C'est peut-être la prochaine collaboration qu'on fera ensemble, hein, parce qu'elle vous a dit, Margot, hein, entre l'idée du documentaire et le moment où on se retrouve ensemble, il y a plusieurs années, hein. Donc c'est à l'étude, ouais, ça fait longtemps, hein, sur des. Mais après, si vous suivez l'actualité, hein, vous voyez que les rapports entre la France et l'Algérie sont pour le moins compliqués en ce moment, hein. Donc c'est pas facile de travailler là-bas, mais c'est en cours, ouais. C'est une idée qu'on a, ouais, sur des questions encore assez terribles, hein, même, hein, de la guerre d'Algérie. Donc moi j'y vais tous les ans, voilà, hein, en Algérie, ouais, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Il y a une question qu'on n'a pas évoquée, peut-être qu'on peut évoquer, hein, qu'on voit bien dans le film, hein, qui est une belle question, hein, y compris qui vous touche, vous, hein, directement. Hein. Vous savez que les élèves du projet sont très différents. Hein. Très. Hein, en termes de personnalité et en termes de niveau aussi. Hein, et ça casse plein d'idées reçues. Hein. D'accord ? Entre Youssouf et Solange, qui sont dans la même classe, hein, y a beaucoup de choses. Hein. Et vous voyez que ce projet-là leur a permis de se regrouper, de se réunir, de partager, et aussi d'apprendre ensemble. Hein. Vous voyez là, ce qu'on voit dans le film, c'est qu'à l'école, on apprend ensemble, en fait. Hein. Et tout est là-dedans. Youssouf, beaucoup de là hors caméra, il faisait beaucoup de bêtises. Hein, voilà. On le voit à un moment, là, quand je lui dis « on t'attendait ». Mais en même temps, il était très engagé dans le projet. Et il était... Alors, on voit à un moment, je dis on t'attendait. Il nous a fait poireauter, je sais pas, pour l'interview d'Isio, 1 ou 2 heures, quoi, de retard, normal. Hein. Et à Buchenwald, c'est le premier à lui avoir porté ses affaires, par exemple, à Isio. Donc vous voyez, et Solange, elle a été remarquable, elle a toujours plein d'initiatives et tout. Youssouf, ensuite, il est parti dans un lycée professionnel, mais là, il poursuit son parcours. Hein, il est en première de bac pro, donc il va continuer. Hein, je pense qu'il va avoir son bac. Et Solange, elle est partie au lycée Henri IV à Paris. Donc vous voyez la différence qu'il y avait entre les deux. Et chacun a appris de l'autre, en fait, en travaillant, en s'engageant dans le même projet.
Il n'y avait pas d'opposition entre eux, au contraire. Hein, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, on apprend ensemble. Et là, le film, il le montre bien, quoi. Après, avec les idées reçues qu'il y a dans la société, on pourrait penser que ça pose problème, quoi. Hein, que Solange, par exemple, va prendre du retard à cause de Youssouf. Et que Youssouf, il va s'en moquer de ce que Solange peut lui apporter. Or, c'est pas vrai. Après, il y en a d'autres. Hein, il y a plein d'autres élèves au profil différent. Là, je vous ai pris vraiment les élèves parmi lesquels les plus emblématiques du film, quoi. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que c'est un beau mot de la fin, parce que, voilà, apprendre ensemble, que la diversité, que les disparités, voilà, nous divisent pas, et qu'un projet, justement, et c'est pour ça qu'on a appelé le film comme ça, peut rassembler. C'est un projet de dialogue et de vivre ensemble. Et je vous remercie pour vos questions qui étaient précieuses. Ouais, très bien, vraiment merci à vous. Hein. Et